une petite introduction et dire quelques mots sur la trajectoire avant de présenter notre conférencière à qui je souhaite déjà la bienvenue. J'aimerais dire quelques très brefs mots sur le racisme et la santé publique. Je sais que Judith a prévu quelques diapositives sur la théorie sur le racisme, mais j'aimerais ici rappeler que Michel Foucault donne ou a parlé du racisme comme ayant deux fonctions. La première visant à créer une césure ou une fragmentation au sein de l'humanité, vue comme un continuum biologique. La seconde fonction, selon lui, qui permet d'établir un rapport de vie et de mort entre les uns et les autres, ainsi désignés. Alors, ce qui est important dans un de ces textes, dans un livre qui est un recueil de ses cours au Collège de France, il théorise le racisme comme étant l'autre face du biopouvoir, un biopouvoir, comme vous le savez, qui est un pouvoir sur la vie, ce pouvoir d'État visant à faire vivre et qui passe notamment par la médecine et la santé publique. On le vit d'ailleurs pleinement en ce contexte de pandémie. Seulement, voilà, on est aussi dans le racisme. Le racisme qu'il a conceptualisé comme étant l'autre face du biopouvoir, qui peut être vu comme une condition permettant à l'État et ses institutions de légitimer la mise à mort, écrivait-il. Le meurtre très médiatisé de George Floyd par un policier aux États-Unis et la mort récente de Joyce Echaquan de la nation Atikamekw, survenue en milieu hospitalier dans un hôpital québécois, en sont les conséquences dramatiques les plus visibles sur les individus. Alors, le racisme et santé publique, maintenant, qu'est-ce qu'on peut brièvement en dire? Alors, si on fait une brève recherche bibliographique dans PubMed, à l'aide des mots-clés racisme et Québec, on ramène moins de 20 documents ou 20 résultats pour les 10 dernières années. Alors, évidemment, ça ne dit pas tout, mais cela tend à suggérer que peut-être le racisme n'est pas une priorité, en tout cas pour le moment, pour la recherche en santé publique au Québec. Pourtant, nous le montrons dans un article publié récemment et portant sur la santé des migrants sans assurance médicale à Montréal, celles et ceux qui perçoivent le racisme à leur égard ont plus de probabilité de percevoir leur santé de façon négative. Donc, comme va le montrer Judith Blanc, le racisme est à voir comme un déterminant social de la santé. Alors, il y a au Québec une charte des droits et des libertés qui interdit le racisme et autres formes de discrimination. Pourtant, le racisme imprègne bel et bien les institutions québécoises et leurs pratiques. Il y a eu des rapports, des audiences publiques et d'autres initiatives qui ne manquent pas pour en témoigner depuis plusieurs années. Il y a depuis 2007 au Québec une table de concertation contre le racisme systémique. Pas moins de 142 mesures ont été proposées par la commission Viens pour lutter contre le racisme envers les Premières Nations et les Inuits. Parmi ces mesures, 34 sont des appels à l'action dans les services de santé et les services sociaux. Mais il semble qu'à ce jour, seulement 2 de ces mesures ont été mises en œuvre. Il y a quelques années, en 2015, la Commission de vérité et réconciliation du Canada déposait un rapport sur les conséquences délétères, individuelles et collectives du système de pensionnat autochtone et qui touche notamment leur bien-être et leur santé encore aujourd'hui. À la suite de ce rapport, Louise Potvin, directrice du CRESP ici présente, écrivait en 2015 dans un éditorial: pour corriger cet héritage, la Commission formule 42 appels à l'action, dont 7 pour la santé. Il me semble, dit-elle, ou écrit-elle, que les acteurs de santé publique doivent leur porter une attention particulière et développer des plans d'action en conséquence. Alors, notre conférencière Judith Blanc est psychologue. Son doctorat a porté sur les impacts psychologiques du séisme ayant frappé Haïti en 2010. Elle s'est progressivement intéressée aux liens entre la génétique et l'environnement et à la transmission transgénérationnelle du traumatisme dans sa dimension historique. Judith a donc progressivement élargi son regard clinique au contexte socio-historique et aux facteurs contextuels pour mieux comprendre la santé mentale et les inégalités sociales de santé. Voilà Judith, c'est à toi. Je te laisse la parole. Merci beaucoup Patrick pour cette belle introduction. Non seulement le fait que tu as très bien mis en contexte et la question dans le cadre du Canada, mais également tu as vraiment fait une très belle transition en ce qui a trait
à la trajectoire qui m'a amené de ma thèse de doctorat qui portait sur les conséquences psychologiques du tremblement de terre du 12 janvier 2010 en Haïti aux questions beaucoup plus larges et qui ont rapport au contexte socio-historique, aux déterminants socio-historiques de la santé et particulièrement chez les populations affectées par des problèmes de racialisation et de racisme. Alors, et juste avant que je parle dans mes diaporamas, je tenais tout simplement à remercier chaleureusement toute l'équipe du CRESP Santé de l'Université de Montréal et particulièrement toi, et également Malek qui m'ont accompagné dès le début pour préparer la conférence. Et un merci particulier aussi de m'avoir invité. Et je tenais à souligner le fait que c'est une idée erronée de dire, alors je ne parle pas de toi, mais de ce que j'ai vu sur Twitter, comme quoi le sujet est malheureusement d'actualité. Mais non, le sujet de la question de la racialisation ou de la racisation, la question du racisme et de la façon dont ça impacte la santé a toujours été d'actualité. Et ça a été d'actualité dès la période esclavagiste. Ce n'est pas un sujet nouveau, c'est juste que maintenant, c'est en train d'être filmé. C'est en train ça tourne en boucle sur les réseaux sociaux et dans les médias traditionnels. Du coup, un souhait que j'ai pour cette conférence, c'est que ça initie tout un programme, toute une campagne de sensibilisation et d'action holistique et culturellement adaptée et pour aider à juguler ce problème. Du coup, je vais démarrer rapidement avec le diaporama parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Le sujet est vaste. En moins d'une heure, on ne pourra pas tout voir, mais je vais faire de mon mieux pour pouvoir aider les gens à cheminer dans la réflexion sur les questions du trauma historique, du racisme et de la santé publique. Est-ce que vous pouvez voir mon diaporama déjà? Oui, Judith. D'accord, super. Ok. Ça devrait démarrer, non? D'accord. Ça... Ok. Alors, l'objectif global de ma présentation de cet après-midi, il s'agira d'utiliser la théorie du traumatisme historique pour analyser les rapports entretenus entre le processus de racialisation ou racisation et les questions de racisme et de santé. Et enfin, j'espère qu'on aura le temps de réfléchir un peu sur les modèles d'intervention pouvant nous aider à cheminer vers l'idéal de santé pour tous. Alors, d'abord, quelques considérations conceptuelles. Quand on parle de théorie du traumatisme historique, ça fait référence en général à un traumatisme complexe et collectif vécu au fil du temps à travers les générations par un groupe de personnes qui partagent généralement une identité, une affiliation ou des circonstances en commun. Et ça, la réalité du traumatisme historique peut aussi être appréhendée d'un point de vue tridimensionnel. Par exemple, il y a la réalité ou l'expérience traumatisante de l'esclavage, par exemple, de la colonisation ou de l'oppression continue. En deuxième lieu, il y a la réponse à une brutalité sans précédent et aux tentatives de déshumanisation. Et enfin, l'impact intergénérationnel d'un traumatisme continu et sa transmission d'une génération à l'autre. Maintenant, d'où provient cette théorie? Alors, dans un premier temps, ça a été étudié chez les enfants juifs et survivants de l'Holocauste. Alors, et chemin faisant, les chercheurs quand ils ont découvert les horreurs qu'ils ont découvert en ce qui a trait aux transmissions transgénérationnelles de ces traumatismes-là, ils se sont dit que cette théorie pourrait bien aussi s'appliquer à d'autres nations, à d'autres groupes exposés aux guerres, par exemple, à la colonisation, à l'esclavage.
et également des groupes partageant un passé d'oppression, de victimisation ou d'exposition massive à des traumatismes de groupe. Maintenant, ce qui m'intéresse dans la prochaine section ou dans les prochaines slides, c'est surtout par quel miracle, par quel processus psychosociaux est-on arrivé là? Quels sont les processus psychosociaux à l'origine de ces événements historiques? Alors, certains historiens ou même des épidémiologistes formulent l'hypothèse que ça part tout simplement de l'exploitation à des fins politiques, économiques et sociales des différences phénotypiques constatées au niveau des nations, au niveau des habitants des 4 coins du monde. Donc, voici comment commence le processus de racialisation et de racisation. Alors là, il y a une définition que moi j'utilise dans le cadre des cours, d'un cours que je dispense à l'Université de New York. Ça porte sur le counseling multiculturel et je présente une définition qui est proposée par des psychologues sociaux et des psychologues américaines, et qui définissent la race comme un ensemble dynamique d'idées et de pratiques historiquement construites et institutionnalisées. La race, selon elle, classe les gens en groupes ethniques selon les caractéristiques humaines, physiques et comportementales perçues. La race associe à ces caractéristiques des valeurs, des pouvoirs et des privilèges différents et établit un classement de statut social entre les différents groupes. La race émerge lorsque des groupes sont perçus comme une menace politique, économique ou culturelle ou pour la vision du monde ou le mode de vie des autres. La race émerge aussi ou parfois pour justifier, comme tu disais, et Patrick, au début, en parlant de Michel Foucault, ça émerge aussi pour justifier le dénigrement et l'exploitation passée, actuelle ou future d'autres groupes et les préjugés à leur égard. Cependant, ce qu'il faut retenir, c'est que l'ethnicité, quant à elle, il y a des subtilités, il y a des nuances entre le processus de racisation et d'ethnicisation, si on pourrait parler ainsi. L'ethnicité fait souvent référence à la langue, par exemple, à l'affiliation religieuse, à la culture, à une région et à une nation. Cependant, les deux phénomènes présentent des caractéristiques similaires. Par exemple, ça participe du processus d'altérisation. D'autres personnes les créent en général et ça participe d'un ordre, d'une organisation sociale et biologique. Ça participe d'un ordre politique et économique. Et on a pu remarquer que ces sociétés fondées sur la race sont structurées suivant la hiérarchie du système sociopolitique et économique. Maintenant, parlons de son corollaire qui est le racisme, justement, qui nous intéresse au plus haut point ce matin. Ça renvoie à des systèmes organisés au sein des sociétés qui provoquent des inégalités de pouvoir, de ressources, de capacités et d'opportunités entre les groupes raciaux et ethniques. Ça renvoie, ça peut prendre la forme de croyances, de stéréotypes, de préjugés ou de discrimination. Et le racisme prend aussi la forme de menaces et des insultes ouvertes. Ça peut se manifester à plusieurs niveaux, intériorisés, interpersonnels, institutionnels ou systémiques. Et le racisme peut être à l'origine d'exclusion, de conflits et de désavantages à l'échelle mondiale. Les données suggèrent que le racisme est en nette augmentation dans de nombreux contextes nationaux. Maintenant, nous arrivons au centre névralgique de la présentation, la question à $1 million qui nous intéresse le plus. C'est l'effet de ce processus de racialisation, de racisation et le racisme sur le bien-être des populations exposées.
Et comme vous savez, moi, j'interviens aux États-Unis, même si je suis haïtienne, mais depuis un certain temps, j'ai déposé mes bagages aux États-Unis. C'est là que je poursuis avec mes recherches et mes enseignements dans le domaine de la santé de la population. Donc, ce que je vais m'évertuer à vous aider à comprendre dans les prochaines lignes, c'est comment le racisme constituerait un déterminant de la santé. Mais juste avant de commencer, essayons de voir par quel miracle, quelles sont les voies et ce que je vous présente là ont été et sont des résumés de ce qui a été rapporté dans la littérature scientifique. On postule que le racisme n'affecte pas forcément directement l'état de santé de la population qui est exposée au phénomène. Et on parle de modérateur. Vous avez la ligne du milieu que vous voyez, ce sont les voies par lesquelles on postule que le phénomène de racisme, le processus de racialisation, pourrait affecter la santé globale, à savoir la santé mentale et la santé physique des populations exposées. On a d'abord les facteurs socio-économiques et environnementaux. Alors, qu'est-ce qu'on entend par facteurs socio-économiques et environnementaux? Il y a le fait que les populations d'origine minoritaire, le plus souvent, ce sont ces populations-là qui ont le moins accès à un logement décent. Ce sont ces populations qui ont le moins accès à un emploi décent et également à une éducation de qualité. Le plus souvent, ces populations minoritaires sont hyper représentées, sont surreprésentées dans les quartiers défavorisés qui n'ont pas accès aux ressources sociales, économiques, par exemple. Et par facteurs environnementaux, on peut prendre en compte l'exposition à des polluants, par exemple, à des substances toxiques. OK? Et en deuxième lieu, on a aussi les processus cognitifs, émotionnels, défavorables et psychopathologies associées. On a également la charge allostatique. La charge allostatique fait référence à l'effet délétère de l'exposition prolongée au stress sur la santé à long terme, et le plus souvent, et les processus pathophysiologiques concomitants. On parle aussi des difficultés que les populations d'origine et les minorités raciales et ethniques ont à adopter des comportements de santé sains. Par exemple, et moi, je fais de la recherche sur la santé du sommeil également. Et ce que je peux vous dire, c'est que là aussi, d'énormes disparités raciales et ethniques ont été constatées en matière de santé du sommeil. Non seulement les populations d'origine, ces populations, les Noirs américains par exemple, les Hispaniques, les Amérindiens, non seulement par rapport aux Blancs, aux Caucasiens, ils dorment moins longtemps et où ils souffrent de façon disproportionnée d'apnée du sommeil, mais ils sont aussi, ces populations-là sont aussi surreprésentées parmi le personnel, parmi la population et parmi les travailleurs de nuit. Et vous savez ce que ça veut dire. J'aimerais souligner pour vous combien ne pas pouvoir dormir la nuit, le fait d'avoir à dormir le jour uniquement, je ne vais même pas entrer et vous présenter des données exhaustives sur le fait que ça peut plomber votre rythme circadien et ça peut aussi, le problème de sommeil est un facteur de risque puissant pour la santé cardiovasculaire, pour la santé mentale et même pour les maladies d'Alzheimer à long terme. Il y a aussi, par exemple, chez les populations amérindiennes, on a constaté une forte prévalence d'abus d'alcool. Donc, ça aussi fait partie de la difficulté d'adoption de comportements sains. Et enfin, les atteintes physiques résultant des violences à motivation raciale.
Là aussi, je vais vous épargner les détails que vous savez déjà, puisque ça fait toujours l'objet de tollés dans la presse, les questions de brutalité raciale des personnes qui perdent leur vie et aux mains des policiers alors qu'elles n'étaient pas armées. Et alors, maintenant, chemin faisant, je voulais aussi, puisque c'est justement ça, la question des contextes socio-historiques est au cœur de mon programme de recherche. Et comme je disais au début, la question des répercussions du racisme, du processus de racialisation sur la santé ne date pas d'aujourd'hui, absolument pas. Le racisme ou la perception de différences physiques et raciales et qui a servi à justifier l'esclavage, la colonisation, et non seulement ça a été utilisé à des fins économiques, politiques et tout ce que vous savez, mais des historiens insistent sur le fait que c'est foncièrement, ça continue encore à façonner l'imaginaire des praticiens. Ça continue, ça a été même au cœur du développement de la biomédecine moderne. Par exemple, il y a le docteur James Marion Sims, qu'on connaît comme le pionnier de la gynécologie moderne. Et ces derniers temps, ce monsieur a fait l'objet de controverses, ou du moins son statut a fait l'objet de controverses. Pourquoi? Parce que les historiens américains ont présenté des archives qui démontrent que ce pionnier de la gynécologie moderne, qui a inventé des instruments, des techniques chirurgicales extraordinaires, ce monsieur-là, il pratiquait ses interventions chirurgicales sans anesthésie sur des femmes noires esclavagisées. On a aussi la fameuse étude de Tuskegee qui a duré à peu près 40 ans, au cours de laquelle des investigateurs caucasiens ont délibérément laissé des gens souffrir. Ils ont recruté des hommes noirs atteints de la syphilis. Ils ont prétendu qu'ils allaient recevoir du traitement pour la syphilis, alors que ça n'a jamais été le cas. Et pourquoi? Parce que, en fait, la motivation qui était derrière l'étude, c'était qu'ils voulaient observer le cours naturel de la syphilis. Et bizarrement, ils ont choisi des personnes de couleur pour effectuer leur expérimentation. Et dernier fait que je voulais rapporter en ce qui a trait au racisme, au racisme dans l'édification de la médecine moderne, il s'agit du cas des lacelles, c'est-à-dire les gens qui s'y connaissent en biologie cellulaire. Vous avez sûrement entendu parler des lacelles, les cellules immortelles des lacelles. Eh bien, ces cellules, ça provient d'une noire américaine qui souffrait de cancer du col de l'utérus et qui a été à l'hôpital. On a prélevé ses cellules et sans son consentement. Et maintenant, ces cellules sont utilisées, exploitées plusieurs années après sa mort et enrichies la biologie cellulaire, alors qu'elle n'avait jamais donné son consentement pour un tel prélèvement. Maintenant, parlons un peu du racisme dans le diagnostic médical. Par exemple, chez les Noirs américains, on a constaté que ça pourrait être à l'origine de l'augmentation du nombre de diagnostics de maladies mentales, telles que la schizophrénie, par exemple. Il y a aussi, chez ces mêmes personnes, chez les Afro-Américains, la probabilité accrue de recevoir des médicaments et également la probabilité réduite d'être orienté vers des services de consultation externe par rapport aux Blancs. Alors, ça nous fait penser à quoi quand on parle du racisme dans le diagnostic médical et particulièrement en termes en ce qui a trait à la santé mentale? Et
j'enseigne un cours sur l'histoire, les perspectives historiques, sociales, économiques et culturelles dans les pratiques de santé mentale. Et justement, dans l'une des sessions, il m'arrive de parler de drapétomanie, qui est un concept, qui est une entité diagnostique qui a été inventée par le psychiatre White, et qui démontrait que le fait pour une personne esclavagisée de vouloir partir vers sa liberté était un signe de drapétomanie, c'est-à-dire de maladie mentale. Donc, encore une fois, pour vous dire que le racisme dans la santé ne date pas d'aujourd'hui. Et maintenant, en ce qui a trait aux ressources, à l'accès aux ressources de santé, ici, là, vous avez une graphique sur le pourcentage des personnes, des Américains qui ont accès aux ressources, à une couverture maladie, par exemple. Et comme, sans surprise, on voit que par rapport aux Blancs, qui ont 88% d'entre eux ont accès à une couverture de maladie, tandis que les Hispaniques, les Amérindiens et les Afro-Américains, c'est seulement 79 à 68% d'entre eux qui ont accès à une couverture maladie. Maintenant, intéressons-nous aux questions de racialisation, racisme et disparité en santé, parce qu'il s'agit de ça aussi. Il ne s'agit pas uniquement de l'effet l'effet indirect du racisme, du processus de racialisation sur la santé mentale et physique, ou du moins dans le processus diagnostique en tant que tel, ou l'accès réduit aux ressources de santé, mais il s'agit aussi du fait que on observe des disparités énormes, des disparités raciales et ethniques énormes en matière de prévalence de certaines maladies. Dans le cadre de cette présentation, je vais m'atteler à présenter des points saillants parce qu'on n'aurait vraiment pas le temps de parler de toutes les disparités qu'on a observées dans la santé publique en matière d'un point de vue racial et ethnique. Là, on a 293 études publiées entre 1983 et 2013 et qui ont été menées principalement aux États-Unis, qui indiquent que le racisme était associé à une santé mentale plus faible, telle que la symptomatologie dépressive, c'est-à-dire c'était plus élevé, la symptomatologie dépressive. Il y a une tendance à la hausse. Et quand la personne perçoit du racisme, il y a aussi l'anxiété, il y a aussi le stress psychologique et divers autres résultats tels qu'un état général de santé moins bon, ainsi qu'un état de santé physique moins bonne, tel que la pression artérielle, l'hypertension. Et sans négliger également les soins médicaux inadéquats ou dégradants. Aux États-Unis, par exemple, les préjugés, l'incertitude clinique, les croyances et les stéréotypes des soins, les problèmes de communication entre le patient et le prestataire de soins sont autant de facteurs qui contribuent aux disparités connues en matière de santé. Alors, au début de ma carrière dans le domaine de la psychopathologie, je me suis d'abord intéressée à la santé maternelle et infantile, particulièrement aux répercussions à long terme de l'exposition au stress maternel prénatal. Mais là, ce qu'on constate aux États-Unis en ce moment, c'est qu'il y a aussi d'énormes disparités constatées en matière de santé maternelle et infantile. Comme vous pouvez le constater dans cette graphique, par rapport aux femmes blanches, les Amérindiennes et les femmes noires sont les mères les plus affectées par la mortalité maternelle.
Il y a également la santé et les questions de poids à la naissance, de naissance prématurée. C'est également les femmes noires qui présentaient le pourcentage le plus élevé de naissance prématurée simple, tandis que les femmes asiatiques ou des îles du Pacifique présentaient le pourcentage le plus faible. Il y a aussi la mortalité infantile. Les Amérindiens et les autochtones de l'Alaska ont le taux de mortalité infantile qui est 60% plus élevé que celui des Blancs. Les enfants nés de mères afro-américaines ont connu les taux de mortalité infantile les plus élevés. Et en 2015, on a constaté que pour les nourrissons afro-américains et hispaniques, une augmentation du taux de nourrissons en insuffisance pondérale à la naissance a été observée. Alors, comme je vois que le temps nous fait la guerre, je vais commencer par speeder avec les slides. Parlons d'un phénomène qui commence à être super inquiétant chez les adolescents noirs aux États-Unis. Durant le dernier trimestre de 2019, il y a un rapport qui est sorti sur la santé mentale des adolescents noirs et qui tirait la sonnette d'alarme. Pourquoi? Parce qu'ils ont remarqué que les tentatives de suicide parmi les enfants noirs et les adolescents noirs avaient augmenté de 73% à partir des années 1991. Et le plus inquiétant dans ce phénomène, c'est que pour l'instant, les chercheurs s'arrachent les cheveux parce que personne n'arrive pas encore à comprendre ils n'arrivent pas encore à comprendre par quelle façon ils vont pouvoir juguler ce phénomène. Maintenant, en ce qui concerne la santé des adultes, encore une fois, les disparités s'agrandissent, les disparités raciales et ethniques sont légion, et vous savez combien la question du poids est importante pour la qualité, pour la santé cardiovasculaire, par exemple. Mais chez les Noirs, les personnes minoritaires aux États-Unis sont disproportionnellement affectées par ce phénomène. En 2010, les Noirs avaient 30% de chances de plus que les Blancs de mourir prématurément d'une maladie cardiaque. Et les hommes noirs ont 2 fois plus de chances que les Blancs de mourir prématurément d'une attaque cérébrale. Excuse-moi, Judith, excuse-moi, sans mettre la pression, il est moins quart. Oui. Voilà, c'est tout. Donc, je vais accélérer. Merci de me le rappeler. Également en matière des premières causes de décès et parmi la population américaine, il y a des disparités constatées. Il y a des disparités constatées au niveau de la prévalence de différents types de cancers. Et le même phénomène a été constaté également en ce qui a trait aux maladies dues au vieillissement. Et par contre, il y a quelque chose de surprenant qui a été constaté au niveau de l'espérance de vie selon le sexe et l'ethnicité. Et là, c'est surtout les personnes d'origine hispanique qui vivent le plus longtemps aux États-Unis, et suivies des personnes de descendance européenne. Mais comme pour les autres domaines de la santé, les personnes noires étaient celles qui vivent le moins longtemps aux États-Unis. Alors là, j'arrive à la conclusion de ma présentation. J'estime qu'il est impératif, et par exemple, cette présentation, et je souhaite que ça initie, que ça ne soit pas juste une présentation parmi plusieurs autres présentations, mais que l'on puisse, que ça continue et que ça se développe sur des programmes, sur des recherches et sur des campagnes. Et donc, je voulais souligner le fait que, en ce qui a trait
aux travaux issus des champs épigénétiques, il y a quand même une lueur d'espoir qui se profile à l'horizon par le fait que nous savons que les processus, les modifications épigénétiques qui s'opèrent suite à l'interaction du matériel génétique et de l'environnement, ce ne sont pas des processus irréversibles. Si l'on agit au niveau de l'environnement, si on s'attelle à faire la promotion de la santé, à éduquer les populations qui sont affectées par le phénomène. Moi, je parle de la construction ou du renforcement de la résilience de ces communautés-là. Et puis, bon, ici, vous avez une présentation du programme et du Center for Helpful Behavior Change de NYU, où j'effectue un stage postdoctoral. Et là, vous avez un modèle conceptuel de mon programme de recherche au sein de cette institution où je m'attelle à comprendre les relations qui existent entre l'exposition au stress, tel que le stress traumatique, le stress chronique, avec certains facteurs de santé. Et je m'intéresse, par exemple, aux disparités en matière de santé cardiovasculaire. Et je fais de la recherche sur la santé du sommeil. Et je fais de la recherche aussi je prends beaucoup en compte les questions de santé mentale et du vieillissement. Et le deuxième objectif de mon programme de recherche à moi, c'est aussi d'examiner l'effet modérateur des processus épigénétiques et des facteurs de résilience dans cette relation-là, à savoir la relation entre l'exposition au stress et l'état de santé. Et en général, ou du moins en troisième lieu, en termes d'objectif final ou ultime, mon programme de recherche vise à développer des interventions holistiques et fondées sur des données probantes qui vont avoir le potentiel d'aider à contribuer à réduire ou même à éradiquer les disparités raciales et ethniques en matière de santé cardiovasculaire ou de santé et corps et esprit. Alors, je voulais terminer la présentation en vous proposant une feuille de route et pouvant aider à cheminer sur la route de l'équité en santé. Et cette feuille de route, ça a été adapté à partir d'un texte que j'ai, un chapitre de livre que nous avons écrit sur l'équité en matière de santé du sommeil. Je ne pense pas que j'aurai le temps d'aller, de vous guider point par point dans chaque proposition. Et comme ça va être sur YouTube, à un certain moment, vous pouvez revenir. Mais comme là, pour le point 1, nous sommes partis, ou du moins, je suis partie pour cette présentation sur le fait que ça a été démontré par des décennies de recherche scientifique que les facteurs socio-économiques sont les premiers déterminants de santé. Et parmi les facteurs socio-économiques, on a aussi l'accès aux ressources de santé. Du coup, la première proposition moi, que je fais, c'est le fait que la question de la couverture maladie universelle est incontournable. Ça ne devait même pas être objet de débat. Et puis, en deuxième lieu, je propose l'obligation pour toutes les écoles d'inclure un module sur la littératie en santé. Quelle autre chose que je propose? Je propose aussi qu'on accorde des avantages fiscaux au programme de bien-être implémenté par les entreprises, ciblant la santé des minorités raciales et ethniques. Je propose également une sensibilisation aux effets néfastes des préjugés raciaux et du profilage racial, de la discrimination sur la santé.
Et je propose également qu'on rende obligatoire une formation en compétences multiculturelles dans le cursus médical. Alors, comme je disais, je ne pourrais pas vraiment passer trop de temps sur la feuille de route. Et donc, je vous dis merci et j'ai hâte de discuter avec vous. Merci infiniment, Judith, pour cette présentation bien intéressante. Alors, on va passer tout de suite aux questions. Patricia, est-ce que je lis moi-même les questions? Vous préférez. Comme vous préférez. Vas-y, je te laisse aller. Ok, bon, on a une première question de Muriel, étudiante au CRESP. Elle remercie la présentation et demande, au regard de ces constats inacceptables, concrètement, quels sont vos conseils pour le CRESP et les chercheurs, jeunes et moins jeunes, concernant le racisme et les pistes de solution? Je n'entends pas la question. Est-ce que tu vas reprendre la question pour moi, Patrick? Alors, au regard de... D'abord, merci, une question de Muriel. Merci pour l'excellente présentation. Au regard de ces constats inacceptables, concrètement, quels sont vos conseils pour le Centre de recherche en santé publique, les chercheurs, jeunes et moins jeunes, concernant le racisme et des pistes de solutions? Tu en as parlé sans doute avec ta dernière dia. Exactement, j'en ai parlé et par exemple, ok. Là, je ne suis pas restée trop longtemps sur le centre où je travaille et que je trouve formidable. Ils font un excellent travail. Et ce qu'ils font, par exemple, au Center for Helpful Behavior Change et au département de la santé de la population aux États-Unis à NYU, et le premier objectif, c'est de connecter les populations historiquement subjuguées avec le système de santé. Donc, du coup, l'idéal d'équité en matière de santé, c'est ce qui nous guide dans tous les programmes, que ce soit à travers la mission, la vision, et le mode d'intervention, les programmes d'éducation, le staff du personnel de soutien jusqu'au directeur du centre. C'est l'un des espaces que j'ai fréquenté dans ma carrière que je trouve qui est le plus diversifié en tout sur tous les points. Et donc, c'est à partir de là que moi, j'ai commencé à être sensibilisée et aussi grandement aux questions de disparité, par exemple, de la santé du sommeil, de la santé cardiovasculaire. Donc, on a des programmes pour toutes les populations, particulièrement les populations historiquement défavorisées et de la petite enfance jusqu'au vieillissement. Maintenant, en ce qui a trait aux propositions concrètes, donc c'est la feuille de route que je propose là, dans ma feuille de route, je propose 10 points, 10 leviers que n'importe quelle société fondée sur la race, n'importe quelle société qui est en proie aux effets délétères du racisme sur la santé pourrait implémenter et à un certain moment. Et ce que je propose dans cette feuille de route est transversal, c'est-à-dire ça part de la petite enfance jusqu'au vieillissement. Par exemple, je crois que la personne a parlé de jeunesse, c'est ça? Non? Oui, enfin chez les chercheurs en général, en tout cas. Oui, ok. Les chercheurs. Qu'est-ce que tu conseillerais aux chercheurs? Par exemple, et je vous donne des exemples concrets dans la feuille de route que je propose. Moi, je propose, par exemple, la création de fonds pour faire progresser la recherche sur la résilience et la santé. Je propose également la création de fonds pour faire progresser les études épigénétiques. Je propose également des programmes de bourse. Un moment. Je propose également des programmes de bourse d'études destinés aux élèves d'origine raciale et ethnique minoritaire pour accroître la diversité en sciences médicales. Je propose également la formation en compétences multiculturelles qui doit être obligatoire dans le cursus médical.
Et je propose d'aménager la place pour la diversité raciale et ethnique chez les soignants. Sensibilisation aussi aux effets néfastes des préjugés raciaux. Donc, comme je vous disais, je peux partager avec vous sans problème cette feuille de route. D'ailleurs, je l'ai adaptée pour ça, je l'ai créée pour ça, et parce que je ne voulais pas finir ma présentation sans faire des propositions concrètes à partir de ce qui existe, à partir de ce que nous montre, de ce que nous dit la littérature scientifique, non seulement sur les effets délétères du racisme, du processus de racisation sur la santé, mais aussi sur ce que les chercheurs, les experts des questions de disparité en santé, des questions d'équité en santé, ont commencé à découvrir en matière d'intervention holistique, en matière d'intervention culturellement adaptée. J'en ai parlé parce que moi, je pense que c'est incontournable. On ne pourra pas attaquer ce problème si on ne fait pas attention à la question culturelle, parce que c'est aussi de ça qu'il s'agit. Il s'agit aussi d'un problème culturel. Il s'agit aussi d'un problème de thinking style, c'est-à-dire le fait de structurer nos sociétés sur la base de la hiérarchie raciale et ethnique. Le fait de ne pas pouvoir, le fait pour certaines personnes d'avoir une vision du monde complètement hiérarchique, c'est-à-dire que ça doit commencer du haut et aller vers le bas, ou commencer du bas pour aller vers le haut. Certaines personnes ont du mal à penser le monde de façon circulaire, parce que quand on parle d'équité, c'est aussi de ça qu'il s'agit. Il s'agit quand on parle d'équité, il s'agit aussi de pouvoir concevoir le monde, d'intégrer dans notre vision du monde une perspective circulaire, c'est-à-dire, et là je fais référence à l'épistémologie indigène et qui accorde énormément d'importance à l'analogie du cercle. Dans le cercle, c'est pour ça que quand on fait des interventions sur les questions historiques, sur les questions de trauma historique, on dispose souvent la salle de façon circulaire. Pourquoi? Parce que dans le cercle, personne n'est au-dessus, personne n'est en dessous. On a une vue d'ensemble de tout le monde. On est égal, on est tous égaux. Donc voilà pourquoi moi, et vous avez remarqué aussi que la feuille de route, je présente la feuille de route de façon circulaire. Voilà toute la question. Merci Judith. Et alors là, ça nous entraîne vers la pensée décoloniale, mais on n'aura pas le temps de parler de pensée décoloniale aujourd'hui, en tout cas dans le cadre de cette conférence. Alors, tant qu'il nous reste encore un petit peu de temps, il y a une question, on va revenir peut-être sur les données au Canada, au Québec, ça c'est une question intéressante j'en ai déjà un tout petit peu parlé d'une question de Béatrice. Alors, on va dans une question un peu technique de Diana. Patricia, je m'excuse, je prends le relais. Quelle est la différence, tu m'entends Judith? Quelle est la différence entre charge allostatique et processus cognitif émotionnel défavorable? Oh, ok. Ça, c'est pour la psychologue qui est en toi. Ok. Alors, on a, dans le cadre des recherches effectuées sur les effets du racisme sur la santé, et on fait la différence entre processus cognitif défavorable et charge allostatique. Pourquoi? Parce que ce à quoi on fait référence par processus cognitif défavorable, c'est le fait que le racisme parfois prend la forme d'une insulte, n'est-ce pas? Ça prend la forme de stéréotypes. Donc, voilà, le processus cognitif ou émotionnel défavorable. Le fait, par exemple, d'associer les personnes de couleur à l'animalité, c'est un processus cognitif défavorable. Non seulement ça met la personne qui émet le stéréotype dans une disposition émotionnelle agressive,
mais ça peut aussi affecter, et d'une certaine façon, la personne qui est l'objet du stéréotype. Du coup, ça peut être, OK, bon, ça peut avoir des conséquences comme on se rétracte, on devient hostile, ou bien on a du mal à... On a même remarqué qu'il y a des études qui démontrent que le racisme, la perception de la discrimination influe aussi la santé du sommeil, n'est-ce pas? Donc, j'ai parlé des influences du racisme sur la santé mentale. On a parlé de la symptomatologie dépressive. On a parlé de l'anxiété. Maintenant, on a aussi parlé de stress. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut juste voir le stress parmi les facteurs cognitifs défavorables et ne pas aller dans le niveau biologique que ça va impacter. Alors, c'est pour ça qu'on parle on sépare complètement la question de processus cognitif émotionnel de la question de la charge allostatique. Pourquoi? Parce que la charge allostatique, qui est, quand on parle de l'effet du stress, on peut être stressé, mais c'est pas parce on perçoit du racisme. Vous comprenez, c'est pas forcément un stress dû au racisme, mais c'est surtout la situation économique ou sociale dans laquelle on se retrouve qui pourrait être, qui déclenche une certaine détresse. Et maintenant, on veut mettre l'accent particulièrement sur le fait que cette charge allostatique entraîne des processus pathophysiologiques concomitants. Merci Judith pour ces explications. Alors, quelqu'un nous revient avec la disponibilité. En fait, le quelqu'un, c'est Béatrice. Sur l'accessibilité des données, peut-être qu'on pourrait parler de la disponibilité. Elle nous dit qu'elle pense que il semble qu'il y ait beaucoup de données en rapport aux disparités raciales ethniques aux États-Unis. Il semble que c'est moins le cas au Canada et au Québec. Je ne sais pas si tu as exploré les bases de données au Canada et au Québec, Judith. Ok, ça c'est intéressant. Alors, il m'a été un peu... J'ai dû faire un choix parce que quand j'ai été invitée à présenter cette conférence, on s'est mis d'accord sur le fait que j'allais parler de préférence de ce que j'ai constaté aux États-Unis en matière de disparité raciale et ethnique et en santé. Et donc, c'est un choix. On a fait un choix. Mais par contre, au moment où je travaillais sur la revue de littérature pour préparer la présentation, j'ai tapé, par exemple, racisme and Health in Canada. Alors, j'ai trouvé... combien j'ai trouvé dans PubMed? Alors, j'ai été dans PubMed. Je ne sais pas, il n'y en a pas une centaine. Hein? Il n'y a pas une centaine d'articles qui montent. Du coup, de façon, allons dire, en toute humilité, ou du moins avec toute la réserve nécessaire que ça nécessite, je n'ai pas effectué de revue systématique de la littérature sur le racisme et la santé au Canada. Je ne peux pas vraiment élaborer là-dessus, mais par contre, je sais que si vous tapez ces trois concepts dans PubMed, vous allez voir combien que c'est. Il n'y a pas beaucoup de littérature sur la question au Canada. Je l'avais soulevé, si je peux me permettre, Judith, et pour compléter, je l'ai fait. On l'a fait avec Karine Perrault. Nous, en tapant seulement Canada d'abord et racism, on a fait en anglais dans PubMed, et là on avait un peu moins de 300 documents. En tout cas, je répète, comme je l'ai dit dans la petite intro, si on remplace maintenant Canada par Québec, là on en a beaucoup moins, on en a moins de 20. Maintenant, je pense qu'il y a aussi une question, si je peux me permettre, de disponibilité
des données sous les catégories notamment raciales, comme on les appelle, pour rappeler, parce que ayant fait un doctorat sur le racisme dans le domaine de la santé publique, j'ai également choisi les États-Unis. Pourquoi j'ai choisi les États-Unis? Parce que là, les données sont vraiment disponibles et accessibles très facilement. Et je crois que l'une des raisons est historique, c'est le fait que les données du recensement aux États-Unis, dès la fondation des États-Unis, collectent les données en fonction de la catégorie ou des catégories raciales, même si elles ont changé dans le temps, elles n'ont pas porté toujours les mêmes noms, et c'est ça qui est intéressant également. Mais ce qui n'est pas le cas, ou en tout cas ce qui est moins le cas au Canada. Donc déjà, il y a effectivement une disponibilité de catégories, pas du tout pour excuser là quoi que ce soit, mais une disponibilité qui est déjà moindre au Canada. Ce qui pourrait expliquer en partie cela. Je voudrais simplement dire également que si on va voir du côté de Statistique Canada, on trouvera des informations à ce sujet intéressantes, et notamment le dernier rapport de Hull, Statistique Canada, qui parle des changements en termes de situation socio-économique, notamment pour la population noire, qui est très intéressante à ce sujet. Donc effectivement, s'il y en a moins qu'aux États-Unis, ou nettement moins, il y en a quand même au Canada, mais il est sûr qu'il faille certainement, et en rapport, là je cite ta dernière dia, accentuer, amplifier, augmenter notamment les études portant sur les disparités, le racisme et la santé au Québec, et notamment au CRESP. Voilà, merci. Judith, alors, il y a beaucoup de demandes pour avoir accès à la feuille de route. Pouvons-nous la publier? Mais si j'ai bien compris, on va avoir accès à ta présentation PowerPoint, Judith? Patricia, Judith? On va en discuter, Ah, ok. Ok, on va en parler. Ok. Oui. On en parle, je pense. Pour partager. Peut-être que à un certain moment, je voulais le publier sous forme d'article. Ok. Mais bon, on va en discuter. Ça va, on va en parler ensemble. Ok. Est-ce qu'il y a encore, Patricia, à ta connaissance, est-ce qu'il y a encore une question à adresser? Non, il n'y a pas de questions. Il y a beaucoup de remerciements et beaucoup de personnes qui disent avoir vraiment apprécié cette présentation et son importance pour eux. Eh bien, merci beaucoup. Entendu, Patrick. Est-ce que tu peux répéter ce que tout le monde dit merci, et tout le monde a beaucoup apprécié. Et on te remercie chaudement, chaleureusement, même s'il fait moins chaud maintenant à New York et à Montréal. En tous les cas, chaleureusement. Le fait que tu parles de chaleur, tu vas me donner un peu de nostalgie, parce que je pense tout le temps à mon pays, à Haïti, où il fait chaud toute l'année. Merci en tous les cas infiniment, Judith. Merci encore à Patricia, Vanessa. Merci à Karine. Et je pense on n'est plus qu'ensemble là, Patricia et Vanessa? Non, oui, nous sommes. Je voudrais juste profiter du fin de cette conférence pour annoncer notre prochaine conférence le 21 octobre. Oui, et inviter tous à participer. C'est vrai que j'avais oublié ça. C'est fini? Donc, on n'est plus en ligne. Non, mais il reste par contre